Ça papote au Café des Cultures. Enregistré au quartier du Châtelet à Rouen avec la participation des habitants des Hauts-de-Rouen. Bonjour et bienvenue dans le Café des Cultures. Aujourd'hui, nous sommes présents dans le Fab Lab, le Maker Lab de la bibliothèque du Châtelet, bientôt qui changera de nom comme on vient de l'apprendre, mais qui se situera toujours au même endroit, ce qui est plutôt bien pour les habitants et pour la retrouver. Et aujourd'hui, beaucoup de monde est présent dans cette salle pour débattre sur un sujet ô combien important de l'éducation entre les différentes générations qui sont présentes ici même, puisque on a des personnes encore mineures ici, d'autres qui ont été mineurs il y a quelques années et qui l'ont malheureusement bien dépassé cet âge-là. Et en fait, ils vont pouvoir débattre justement des différences de l'éducation suivant les générations et suivant les cultures. Et donc, nous avons qui souhaiterait s'exprimer en premier. Ah, je vois que Stéphane est présent et souhaite s'exprimer. Bonjour Stéphane. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Oui, par rapport à l'éducation, je vais parler un peu personnellement par rapport à tout ça, parce que moi, je suis un soixantenaire, donc j'ai un peu de bouteille. Personnellement, moi, dans mon éducation, il n'y a pas beaucoup de choses qui transparaissent, parce que j'étais un enfant sage, trop sage, je dirais. J'étais vraiment pas turbulent. Et donc par rapport à ça, alors j'ai été élevé par ma mère et ma grand-mère. Et j'ai pas eu de présence paternelle en fait dans mon environnement. Je pense que d'un côté ça a été néfaste, voilà, dans ma construction d'homme. Mais sinon par rapport à l'éducation elle-même, c'est vrai que on m'a laissé la bride tranquille en fait. On m'a laissé un peu comme un cheval au galop. J'ai jamais eu cette impression effectivement de me retrouver enfermé en quelque sorte dans un système sociétal. Et c'est peut-être pour ça que j'ai une façon de voir les choses plutôt libre et que j'exprime de cette manière et que effectivement ma manière de faire ou de parler parfois peut décontenancer. Est-ce que c'est dû à l'éducation elle-même ? Sans doute, parce que comme disait Ninja tout à l'heure, effectivement, on prend beaucoup d'éducation dans l'enfance, les points de repère, mais on choisit aussi d'autres points de repère. Si on n'avait pas les points de repère, on va dire traditionnels, on en choisit d'autres, implicitement ou explicitement. Donc par rapport à ça, voilà ce que je peux dire de ce qu'a été mon enfance et comment j'ai pu me construire sans me construire en fait. C'est un peu bizarre, quoi. J'ai l'impression d'être une sorte de puzzle vivant. Puis je mets des petites pièces à droite à gauche, puis je les retire et j'en mets d'autres à la place. C'est comme si j'étais incomplet. Voilà. Bon. D'accord. C'est mon jugement. Alors, incomplet, vous avez dit que, Stéphane, que justement vous aviez eu une éducation plutôt... où est-ce qu'on vous a laissé faire en fait ce que vous souhaitiez, sans trop de freins, sans trop de restrictions. Est-ce qu'il y avait quand même de la discipline ? Est-ce qu'on vous imposait quand même, j'imagine, peut-être de bien travailler à l'école ? Est-ce que vous aviez déjà, par exemple, un suivi ? Est-ce que votre mère et tout suivait, était attentive au niveau des résultats de l'école, par exemple ? Alors là, pas du tout. Souvent, j'avais très mauvaise note. Alors, le truc que je faisais, c'est que quand il fallait faire signer justement un devoir qui avait une mauvaise note, je faisais en sorte qu'elle ne voyait pas et signait. Donc, je pouvais la manipuler quelque part. Et je pense que beaucoup de gens ont fait ça aussi dans leur enfance. Jamais comme attendre derrière la boîte aux lettres de recevoir la lettre des trois. Comment est-ce qu'on appelle ça déjà ? Je ne me rappelais plus. Le bulletin trimestriel, oui, effectivement. Ouais. Je suis sûr que vous avez déjà fait ça, non ? Sans doute, c'est assez loin, tout ça, donc mes souvenirs sont un peu épars. Ouais. Et ça, par exemple, vous voyez, donc, alors là, votre discours, Stéphane, rentre en contradiction un petit peu en amont, justement, de l'émission. On a annoncé un petit peu le débat, et justement, les arguments qui avaient été avancés, c'est que les générations passées, dont heureusement vous faites partie, avaient reçu une éducation beaucoup plus stricte que la génération actuelle, des jeunes qui ont entre 0 et 18 ans, par exemple. Donc, en fait, là, vous amenez l'inverse de cette idée, en fait. Tout à fait, quoi. Je suis un peu comme le petit canard de Andersen. Ouais. Voilà ça, le petit canard boiteux, ouais. On va dire, qui apporte sa pierre à l'édifice, mais c'est pas forcément ce qu'on attend. Là, parce que quelque part, on parle de normalité.
Parce qu'effectivement, il paraissait normal dans ces âges-là d'être éduqué sévèrement, parce que c'était comme ça, une sorte de loi implicite dans la parentalité. Et puis c'est effectivement devenu au fur et à mesure quelque chose de très différent. Et on est tombé, c'est vrai, comme disait Ninja, plutôt dans le laxisme. Donc on a en quelque sorte contrebalancé les choses. Mais alors, et avec les effets néfastes, ou pas d'ailleurs, qui existent. Mais alors, justement, pour que tout le monde comprenne bien, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme d'éducation stricte, éducation un petit peu plus rigide que, entre guillemets, l'idée avancée qui est actuelle d'une éducation laxiste? Ça se manifestait. Alors, Stéphane, vous n'allez pas pouvoir répondre, du coup, vu que vous avez Désolé, pas Nicolas. vécu ça et tout, quoi. Mais allez, Ninja va prendre la parole et nous allons la retrouver. Bonjour Ninja. Alors, vous qui avez amené ce débat, et c'est un très chouette débat. Qu'est-ce que, pour vous, dans les exemples concrets, ça voulait dire quoi, une éducation stricte? Ça se traduisait par quoi? Strict, à mon sens, c'était déjà dans la famille et puis à l'école. On devait le respect aux professeurs, d'abord aux instituteurs, et puis personne ne bronchait. Quand il avait dit quelque chose, on s'y tenait. Et si on ne respectait pas, je ne sais pas si on peut dire la loi, eh bien, on allait au coin où on copiait. Moi, une fois, j'ai copié quelque chose à tous les verbes. Il y avait des punitions sévères. Et pour moi, ça m'a marqué. Je pense que c'était trop rigoureux par rapport au laxisme de maintenant. C'est mon ressenti. Ah oui, tout à fait. Alors justement, Perrine va intervenir maintenant. Alors Perrine, qu'est-ce que vous pensez à ce sujet ? Alors pour le coup, je ne fais pas partie de la même génération, mais ça m'a rappelé d'un coup un souvenir pas des plus agréables. Moi, quand j'avais une punition à l'école, et j'en avais pas beaucoup parce que j'étais plutôt sage, mon père me faisait recopier une deuxième fois la punition de l'école, en fait. Donc je me souviens avoir une fois, je sais pas, peut-être 20 mots à copier parce que j'avais oublié mon cahier, et je suis rentrée et on m'a fait recopier 20 mots. Je n'ai plus jamais oublié mon cahier. C'est sûr, c'est très efficace, mais effectivement, ça peut être presque traumatisant, en fait, ce côté double peine. Alors là, on va retrouver Marianne à ce sujet qui lève fièrement le doigt, n'est-ce pas ? Et après, je proposerais justement de se retourner vers les jeunes qui sont présents pour avoir un petit peu leur avis, quoi. Je vais vous raconter une entrée en école primaire. Une entrée en école primaire avant les années... j'ai quitté l'école primaire en 69. J'avais 11 ans, donc rentre au collège au mois de septembre avec ma deuxième année. Donc, on rentre en école primaire. Il faut s'imaginer qu'on se met devant la porte, 2 par 2, silence tenante. On passe devant la maîtresse. On reste debout à nos places. Bonjour, madame. Asseyez-vous. On s'assoit. Sortez vos cahiers. On sort les cahiers. Des interrogations. Pas un mot de plus. Pas un mouvement de plus. Tandis que maintenant, moi, j'ai fait les collèges. J'ai travaillé dans des collèges en agent d'entretien. Et c'est le brouhaha. Les élèves rentrent dans la salle. Ah papa, papa. Ils racontent leur vie du week-end, du lendemain ou du soir. Et il n'y a pas un bonjour. Il n'y a pas un pardon. Que quelqu'un passe devant l'autre. Il n'y a pas une once de politesse. C'est le chaos. Voilà déjà la différence de génération. Le s'il te plaît, le pardon, le s'il vous plaît, le excusez-moi, le lever le doigt pour demander une question, ça ne se fait plus. Alors, voilà, merci Marianne, justement. Alors, est-ce que les jeunes là, qui sont incriminés, là, parce que là, c'est... Attention. Est-ce que vous êtes d'accord ? On a la procureure Marianne qui est là et qui accuse la jeunesse. Bon, moi j'interviens parfois dans les écoles primaires, dans les collèges, bref, et j'ai pas tout à fait l'impression que ce soit ça, Marianne. Moi je trouve que les jeunes sont assez respectueux. En tout cas, moi j'interviens pas mal sur les écoles des Hauts-de-Rouen, et j'ai pas du tout ce sentiment-là. Alors du coup, la jeunesse, est-ce que vous pourriez m'éclairer ? Boukumi, est-ce que toi tu pourrais nous parler ? Bonjour, mon idée, je pense que c'est l'éducation actuellement n'est pas sûre parce que les élèves pensent que je peux obtenir le diplôme sans aller à l'école. Je peux utiliser l'application
comme le ChatGPT, le AI pour l'enseigner lui-même sans aller à l'école. So, l'éducation maintenant n'est pas sérieuse, n'est pas strict comme d'avant. Okay. Et toi qui as reçu du coup une éducation plutôt du coup au Nigeria, est-ce que tu peux nous décrire dans les classes entre 6 et 10 ans par exemple, combien vous étiez par classe, combien d'élèves et comment l'enseignant par exemple, est-ce que il était un peu strict ou pas, est-ce que les élèves écoutent bien ou pas? Tu peux nous dire comment ça se passait? Parce que dans l'école publique, l'école, il y a beaucoup d'élèves. Mais en particulier, il y a beaucoup d'applications Facebook. L'élève n'est pas sérieux dans l'école. Il y a l'enseignante, les professeurs, n'est pas, does not care. Oui, si vous intéressez pour concentrer, n'est pas interested, au revoir. N'est pas comme obligatoire pour le concentrer maintenant. Parce que le gouvernement a dit tu n'es pas intéressé pour quitter l'école. Ce n'est pas strict comme d'avant maintenant. Parce qu'il y a beaucoup d'applications pour obtenir d'argent maintenant. Facebook, TikTok, pour le sport. Sans école, pour jouer le football. L'éducation maintenant n'est pas sérieuse. Avec votre détermination, vous pouvez d'aller à l'école. Sans détermination, l'éducation n'est pas sérieuse maintenant. Bonjour à tous. J'ai pas trop suivi du coup c'est quoi la question, le débat, mais juste ça m'a rappelé un souvenir parce que moi je suis née au Maroc, j'ai grandi au Maroc jusqu'à mes 5 ans. Et du coup, j'ai été en maternelle au Maroc et ça m'a juste rappelé un souvenir. En fait, les profs, ou plutôt les maîtresses, contrôlaient l'hygiène des élèves et on nous tapait sur les doigts quand nos ongles n'étaient pas coupés, par exemple. Et moi, j'étais assez sage. Et une fois, j'ai eu le malheur d'oublier de me couper les ongles et du coup, ça m'a rappelé ce mauvais souvenir. Pour la première fois, je m'étais fait taper sur les doigts et voilà. C'est juste pour vous partager cette anecdote. À Meknes. C'était avec une règle qu'on vous avait... Ouais. Un petit peu comme... il en restait encore au début de notre génération, de ma génération, en tout cas. Voilà, les petits coups avec les réglettes en bois sur les doigts. Moi, je me rappelle, en CE2 et tout, j'avais une maîtresse qui, dès qu'on faisait un bruit et tout, lorsqu'elle était au tableau noir et tout, lorsqu'elle écrivait puis qu'elle entendait des chuchotements ou autre et tout, elle se retournait, mais à une vitesse incroyable, prenait l'éponge du tableau noir et visait, mais excellemment bien. Et généralement, l'éponge se retrouvait soit sur le corps ou bien directement dans le visage de la personne incriminée. Voilà. Est-ce que c'est des comportements que, par exemple, vous voyez encore vous, les jeunes? Est-ce que quand il y a du bazar un petit peu dans les classes, est-ce que les professeurs ils s'en prennent directement à vous? Quand il y a des problèmes en classe, comment est-ce que les professeurs et tout essaient de régler la chose? Est-ce qu'ils essaient de notre cher Louis est là. Bonjour Louis. Bonjour. Alors ça fait longtemps que je suis pas allé au lycée, mais je me souviens que quand un élève faisait n'importe quoi, généralement il était grondé par le prof ou envoyé, mais heureusement il n'y a plus de châtiment corporel dans les classes, parce que je vous entends parler de il me tapait dessus et tout, et peut-être à l'époque c'était normal, mais aujourd'hui si on tape un élève, normalement on termine en prison, en garde à vue, ce que je trouve normal. Mais du coup il y a d'autres moyens de faire, pas plier l'élève, mais il y a d'autres moyens de se faire respecter en classe que de directement lancer des choses sur les élèves. Et c'est comme Marianne vous disiez tout à l'heure que maintenant les élèves ils sont bruyants et ils sont insupportables, mais en fait c'est parce qu'ils sont 30 par classe. Et quand tu mets 30 enfants de 5 ans
avec juste une maîtresse et sans AESH, bah évidemment c'est compliqué pour la maîtresse de faire respecter l'ordre. Parce que son but à la maîtresse, c'est pas de faire de l'éducation, mais c'est d'apprendre les choses aux enfants. C'est pas elle de leur dire comment faire, c'est pas son rôle de changer les couches. Et c'est malheureusement ça qu'on leur dit de faire aujourd'hui. Donc c'est normal que ça devienne un peu plus dur pour eux de faire leur travail. Alors, est-ce que quelqu'un veut réagir justement aux propos de Louis ? Est-ce que vous avez l'impression que, par rapport à ce que vient de dire Louis, justement, que effectivement les générations ont changé et que eh bien, les méthodes d'éducation ont changé, hein ? Il y avait une certaine peut-être liberté de faire dans les années jusqu'aux années, on va dire 90 peut-être, ou peut-être un petit peu plus. Ou est-ce que, comme vient de l'employer très justement Louis, le châtiment corporel était encore en action ? Voilà, était encore entre guillemets autorisé ou bien voilà, légitimé, et que eh bien après quelques années de cette méthode, on est passé à quelque chose d'un plus, certes peut-être plus souple, plus laxiste, mais peut-être plus humaine aussi. Et peut-être, comme aussi l'a très bien dit Louis, ce manque de moyens aussi. Au niveau, et le fait aussi qu'on retrouve de plus en plus d'élèves dans une classe. Moi, je me rappelle que de mon époque, les classes, en tout cas en primaire, ne dépassaient pas 25 élèves, quoi. Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus. Louis, est-ce que tu te rappelles un petit peu du nombre d'élèves qui étaient présents avec toi en primaire, si tu t'en rappelles ? Oui, en primaire, quand j'étais en CM2, je me souviens, on était 35 dans la classe. Et j'étais un double niveau, on n'était que 4 en CM1, donc ça veut dire qu'il y avait 30 CM2. Et c'est énorme pour un prof tout seul. Alors qu'ils ont 10 ans, alors vous imaginez quand les élèves ont 5 ans. Oui, et puis là, en plus, tu viens de dire qu'il y avait 2 niveaux dans une classe. Donc alors là, ça complexifie. Ninja. J'ai connu ça aussi. Dans la même classe, il y avait plusieurs cours. Et c'était la même institutrice qui nous faisait l'école. Mais ce qu'a dit Louis, je trouvais très juste. J'ai rien à rajouter. Je trouve que c'est très bien ce qu'il a dit. 45 ans. Et quand on fait les vals, si tu n'as pas ta main, on te tape. Si tu es en retard, on vous frappe. Oui, on vous frappe. Ouais. Quand vous allez faire les vals, quand tu n'as pas ta main, on vous frappe. Tu es en retard, on vous frappe. Tu ne viens pas à l'école, on vous frappe. Mais moi, j'étais en privé. On parle de Conakry, là, juste pour que les auditeurs comprennent. Et dans les écoles publiques, tu sais combien ils sont ? Là-bas, c'est nombreux. Là-bas, les écoles publiques, c'est pas comme ici. Parfois, ça peut partir jusqu'à 60, 80, même, voire 80. Voire 100 dans les villages. Ça, je sais pas parce que je n'étais pas au village. Ouais. Et souvent, c'est mélangé les niveaux. C'est-à-dire, il y a un seul enseignant. Oui, il y a un seul enseignant. Pour les 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Ça peut être mélangé au village. Oui, parfois ça peut être mélangé, c'est pas comme ici, tu as 15 ans ou 14 ans, vous êtes ensemble et tout. Et du coup, maintenant que du coup tu es ici en France, comment toi tu vois un changement dans l'attitude des professeurs par rapport à toi, ce que tu as connu à Conakry et maintenant ce que tu connais ici ? Ce que je vis ici, même si vous bavardez, le prof n'écrit pas. On vous frappe pas, tu es en retard, on vous parle doucement, même il y a beaucoup de changements. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est mieux. Ça te tranquillise, toi, du coup, d'aller à l'école plutôt ici qu'à Conakry ? T'étais angoissé quand t'allais à l'école à Conakry ? Non. Mais t'étais sérieux ? Quand t'es sérieux, tu viens pas en retard, t'as tes témoins général, on va pas te faire quelque chose. T'évites les problèmes. Ouais. Donc il n'y a pas trop de bazar dans les classes. Non, là-bas on ne parle pas comme ici, quand il y a le prof. Tu parles, on écrit ton nom, après vers les fins, on vous frappe. Est-ce qu'il y a le système des bons points comme on avait en primaire et tout, quoi, déjà par exemple ? Tu sais, tu avais une bonne note et tout, on te donnait un bon point, et puis quand tu avais plusieurs bons points, tu avais une image. Est-ce que tu te rappelles de ça en école primaire ou pas, déjà ? Ouais. Donc ça existait. Et du coup, quand par contre l'inverse, tu faisais mal et tout, quoi. C'était quoi qu'est-ce qui se passait et tout avec ta maîtresse ou bien le maître et tout ? Est-ce qu'ils étaient sévères et stricts et durs avec des châtiments, tu vois, c'est corporel, ou ça n'existe plus ? Non, c'était une punition.
Ouais, mais c'était quoi la punition? Bah, c'était écrire D'accord. des mots. Des phrases à recopier. Voilà, des phrases, voilà, plusieurs fois. Ah, ok. Mais pas de châtiment physique, quoi. En France? Ouais. Non. Ouais. Si, peut-être avant, mais. Ouais, non, mais de ta génération. Non. Non. Et du coup, tu penses que ça fait que les élèves, ils sont certes moins traumatisés, mais du coup, ils en profitent un petit peu pour justement faire un petit peu plus de bazar ou pas, ou bien? Je pense, ouais. Je sais pas. Ouais. Et comment ça se manifeste justement entre guillemets ce bazar? C'est-à-dire que quand vous arrivez au collège et tout, dès que vous passez par exemple la porte de l'établissement, est-ce que par exemple ce qu'on appelle nous on les appelle les pions, mais les personnes qui sont là pour assurer un petit peu le quotidien des lycéens, est-ce que par exemple vous leur disiez bonjour ou pas, ou est-ce qu'il y a un regard un petit peu indifférent par rapport à eux? Non, on dit bonjour. On dit bonjour, ok. Ouais. Et comment ça se passe justement, parce que Marianne tout à l'heure nous décrivait un petit peu la vie dans une classe, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a ce respect pour le professeur ou pas? Bah, ça dépend du prof. Ça dépend du prof, c'est-à-dire? Bah, si le prof il est strict, la personne parle. Si le prof il est trop gentil, D'accord. Donc là ça va partir. Ah, ça laisse la porte ouverte, voilà. C'est ça. Ok, à chahuter, à discuter durant le cours, tout ça et tout, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu en penses alors de ça? Du coup, tu préfères quoi? Est-ce que tu préfères un prof qui est un peu strict, mais où est-ce que justement le cours se déroule entre guillemets sans problématique, ou bien vous préférez aussi avoir des cours avec des profs un petit peu trop cool, et que vous soyez un petit peu tranquille durant 1 heure de cours par exemple? Trop cool. Eh ben voilà, non, mais tous les avis sont bons, hein. Marianne, vous allez réagir. Voilà. Suite à ce dialogue avec ce lycéen, un prof trop cool a-t-il autant d'intérêt de la part de ses élèves qui sont en face de lui? Est-ce que les élèves auront autant la possibilité de suivre en totalité son cours, ou ce sera des élèves qui seront... si c'est trop cool, ils peuvent être un peu turbulents, agités, ne pas se concentrer sur l'enseignement. Et est-ce que justement tu penses au lycée que ça manque d'aptitude et d'intérêt pour le cours, et ça peut éviter que l'élève réussisse dans ses études? Je pense que quand c'est un prof strict, tout le monde est concentré. C'est mieux, mais quand le prof est trop cool, personne n'est concentré, du coup la classe a des mauvaises notes. Ça. Mais quand c'est un peu le bazar, est-ce que vous avez un peu parfois de l'empathie pour le prof? Bah oui. Mais vous continuez quand même à faire le bazar? Bah non. Sérieusement, vous continuez quand même à en profiter, faire un peu le bazar, à discuter? Si tout le monde continue, on fait quand même. Voilà. Ouais. Et si par hasard, dans les 30 élèves qui sont là, qui sont tentés de faire le bazar parce que le bazar est adopté, s'il y aurait, disons, seulement 5 élèves ou même un peu plus qui n'a pas envie de faire le bazar, comment ils sont perçus par tout l'ensemble de la classe qui fait le bazar? Comment ils sont perçus par les autres? Et comment ils peuvent travailler dans un tel bazar? Il se plaint au directeur. Il dit qu'il y a trop de bazar. Et voilà. Je vais être un peu contre les adultes, mais qui a dit que le bazar était mauvais en soi? Peut-être juste parfois, moi ça fait pas très longtemps que j'ai été, là je suis à la fac et tout, mais je suis pas si vieille que ça. Ça fait pas longtemps que j'ai été au lycée, au collège, et parfois on peut aussi dire que la façon dont les cours sont faits
ne sont pas adaptés aux jeunes ou à tous les jeunes. C'est pas en soi mauvais de vouloir exprimer son énergie, bavarder, parler, etc. Peut-être que la structure des cours est trop hiérarchique parfois, avec le prof qui parle, qui fait son cours, et l'élève passif, assis sur sa chaise, qui doit écouter tout. C'est pas forcément évident. Et moi, mon frère, il est actuellement en première. Et je sais que des fois, on a deux personnalités assez différentes. Et lui, des fois, vraiment, il peut pas. Ça l'énerve. Et le modèle de l'élève passif, c'est aussi devoir rentrer dans un cadre, celui le statut de l'élève. Donc, faire le bazar, c'est pas forcément mauvais, non ? Du coup, tu penses que l'éducation, elle est trop descendante ? Oui. Et je pense que ça se poursuit à la fac aussi, d'ailleurs. Et tu penses ça depuis la maternelle ? Ou tu penses ça depuis que le collège, le lycée ? Moi ? Ouais, Est-ce que je pense ce que tu ressens, peut-être, ce que tu as pu évaluer toi comme un manque d'échange ou de communication entre les élèves et les enseignants, est-ce que tu vois à un moment donné une période où en tout cas ça t'a manqué ? Avec du recul, je pense que ça a manqué tout au long de la scolarité, mais j'ai commencé à déconstruire ce rôle-là de l'étudiant il y a 1 an, quelque chose comme ça, depuis la fac, quoi. Pourtant, moi, j'ai l'impression que la façon dont les cours sont faits évolue vachement parce que j'ai une fille qui est lycéenne et une qui est collégienne. Elles ont beaucoup plus de temps de travail en groupe, de TD, de mode projet que moi, ce que j'avais eu qui était vraiment super descendant, une éval à la fin, il faut que tu recraches le cours qu'on t'a appris. Là, j'ai l'impression qu'on évolue. Alors, on n'en est pas à ce qu'ils font dans les pays nordiques où il y a beaucoup, beaucoup plus d'avance là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'on avance petit pas par petit pas. Toi, t'as pas ressenti ça du tout, du coup, en cours ? Ça a dû évoluer depuis, très probablement. C'est vrai qu'on avait pas mal de travaux. Non, en fait, je pense que ce qui manque surtout, c'est de faire participer les élèves. On a beaucoup de travaux de groupe, etc. Mais peut-être donner davantage à l'élève le sentiment qu'il a de l'importance et qu'il peut impacter les choses, qu'il peut critiquer aussi, qu'il en a le droit et que c'est pas la parole du prof contre la sienne. Mais c'est une question intéressante. Est-ce que les jeunes, vous avez été parfois en désaccord avec vos enseignants ou les moins jeunes ? Je suis un peu d'accord avec ce qu'a dit Nour, mais pas complètement, parce que nous, ce que j'ai été en L1 de droit, et ce que la douane nous a dit au début, c'est qu'à l'université, on avait le droit de contredire nos profs, vu que c'est des enseignants-chercheurs, ils ne savent pas tout de leur matière, et des fois on peut savoir des choses qu'eux ne veulent pas. Mais je trouve ça plus compliqué au lycée, au collège, de contredire le prof, parce que on a moins de connaissances, et puis il y a des manuels, et puis les cours ont été faits au niveau national. Donc contredire un prof d'histoire en disant ça s'est pas passé comme ça, c'est un peu plus compliqué parce qu'on sait que ça s'est passé comme ça en fait. Même au niveau des maths, c'est un peu plus dur de contredire un prof quand tu es en 3e en maths plutôt qu'à l'université. Donc je suis d'accord que c'est très descendant comme système, mais au collège et au lycée, contredire un prof, ça devient un peu compliqué. Mon dernier point, c'est au collège au Nigeria, si vous êtes trop strict, les élèves battent après l'école. Battent les professeurs après l'école. Oui, avec porte des marques. Oui, après l'école, ils battent les professeurs. C'est le travail délicat. Ouais, on voit qu'il y a une révolte un petit peu partout, en fait, quoi. Hein. Il n'y a pas que vous qui... voilà, mais donc c'est très intéressant quand même tous ces discours, et puis je dirais aussi que alors, là on parle de l'éducation à l'école, parce que l'éducation il n'y a pas que à l'école bien évidemment, mais c'est aussi des âges où est-ce que c'est compliqué aussi de rester assis durant 8 heures alors que notre corps est en train d'évoluer, notre mentalité est en train d'évoluer aussi durant ce qu'on appelle cette construction qui doit nous amener à l'âge adulte. C'est peut-être pas forcément aisé de se retrouver 8 heures durant tous
les jours durant une année, à être bien concentré aussi, et puis voilà, avoir tout le respect aussi. Il y a aussi des choses qui se passent hors de l'école, dans le cercle familial, qui peuvent avoir aussi un impact sur comment est-ce qu'on se comporte le jour à l'école et aussi le soir à la maison, par exemple, et tout, quoi. Tout ça, c'est aussi un va-et-vient entre l'école et la vie à la maison ou la vie chez soi, qui des fois est pas forcément simple et qui impacte les choses. Je ne comprends pas ce que tu dis. Et le sport. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, pardon, excuse-moi, il y a, vous connaissez donc l'Allemagne, bien évidemment, car vous avez fait de la géographie. Et est-ce que vous savez comment se déroulent les cours en Allemagne? La rythmique des cours, le quotidien. Louis? Si je me trompe pas, en Allemagne, c'est un système très différent. C'est le matin, ils ont cours, et l'après-midi, ils font tous des activités sportives. Mais tout ça, c'est organisé par l'école. Nous, en France, il n'y a pas ça. On a des activités de sport directement dans nos emplois du temps. Mais on n'a pas autant de pratique. Exactement. Si je ne me trompe pas, ici, c'est toujours pareil par rapport aux générations précédentes. Vous devez avoir 2 heures de sport, c'est ça, par semaine, à peu près. Et des sports, vous faites lesquels? Vous pratiquez lesquels, Soufiane? Tous les sports. Je sais pas, du foot, du basket, du volley, du tennis. Non, du ping-pong, du volley, de la danse, je sais pas. Mais du coup, la pratique sportive est quand même beaucoup moins importante par rapport à l'Allemagne. Est-ce que, par exemple, vous aimeriez avoir ce système-là de cours? Est-ce que ça vous conviendrait? Alors, même si vous n'avez pas forcément d'appétence pour le sport, ou bien ça pourrait être des pratiques culturelles ou autres? Ce qu'il faut savoir aussi en Allemagne, c'est qu'ils peuvent faire ce système-là parce qu'ils ont aussi beaucoup moins de vacances qu'en France, en fait. Nous, on a 2 semaines par période, alors qu'en Allemagne, ils en ont qu'une parce qu'ils ont moins le temps de faire les cours pendant la journée. Donc, en fait, il faudrait adapter tout le calendrier, tout le système pour faire ces choses-là. Mais en France, on a la même chose, je crois, avec les classes à horaires aménagées musique, par exemple. Alors, ça consiste en très peu de personnes, bien évidemment, mais c'est un petit peu ce système-là des CHAM, où est-ce qu'on a cours le matin et les pratiques instrumentales et en chorale sont prévues l'après-midi. Oui, mais nous avions aussi la réforme des rythmes scolaires il y a quelques années. Eh ben oui. On est en quelle année là? 2025, ça s'arrête quand la réforme des rythmes scolaires? Eh ben non, c'est que dans les écoles primaires, il y avait un aménagement de l'emploi du temps qui fait que les communes qui le souhaitaient mettaient en place des activités sportives et culturelles à partir de 15h30 dans les écoles. Voilà, et donc ça a duré 2-3 ans. Et puis finalement, ça s'est arrêté. Mais voilà, il y a eu une tentative. Quoi. Ninja veut prendre la parole. Oui, et d'après ce que dit Louis et tout ça, donc ça voudrait dire que l'Allemagne serait peut-être un exemple à suivre, parce que moi je ne savais pas que ça marchait comme ça en Allemagne. Donc ça serait un exemple à suivre. Alors, un exemple, non, peut-être pas, enfin à suivre, mais en tout cas c'est un système qui est différent. Et je me dis, quand je vois des grands garçons comme ça, en pleine croissance et tout, que l'après-midi, s'ils se dépensaient à faire une activité physique et sportive, au moins il y aurait cette énergie qui est en chaque adolescent. L'adolescence, c'est quand même l'un des moments de la vie où est-ce qu'on est plein d'énergie débordante. Elle sera un petit peu contenue et canalisée, quoi. Oui, voilà. Mais l'autre jour, moi j'écoute, parce que j'écoute tout ça, ça m'intéresse, et j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de jeunes, ils ne voulaient plus trop faire de sport maintenant. C'est pour ça qu'on retrouve énormément de jeunes qui veulent devenir footballeurs. Peut-être, oui, mais je trouve que le sport quand même fait partie de l'équilibre. Alors vous, justement, vous les jeunes, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous aimeriez avoir une pratique au sein de l'école, une pratique sportive plus intense, plus prononcée? Est-ce que vous aimeriez pouvoir pratiquer plus de sport, par exemple? Je préfère comme l'Allemagne. Je préfère faire l'après-midi du sport. Moi, j'aime bien le sport. Marianne. Il y a des médecins qui font l'étude du comportement des collégiens et des écoliers, à savoir que le cerveau emmagasine énormément d'informations le matin
mais qu'ils ne peuvent pas avoir cette intensité de mémoire et de compréhension toute une journée. Ce qui veut dire que les collégiens ou les lycées ou les hautes études, l'après-midi, ça commence à plus carburer, quoi, au point de vue du cerveau. Et une information qui était dans mes années 70, quand j'étais collégienne, eh bien, on avait comme il est dit, 2 heures de sport, mais que le collège avait le gymnase ouvert le mercredi après-midi, mais avant c'était le jeudi, parce qu'après c'était le mercredi. J'ai été fractionnée dans les différentes évolutions des plannings. Donc, c'était le jeudi et après, c'était le mercredi. Le gymnase du collège en question était ouvert et le sport qu'on commençait sous la directive du professeur, ça faisait comme un club. On pouvait devenir basketteur et c'était au gymnase du collège. Alors là, je ne sais pas si les sports que l'on fait à l'école sous la directive du professeur se fait toujours au collège les après-midi où il n'y a pas cours. Ah, je ne sais pas. Messieurs, est-ce que vous pouvez nous répondre? Eh ben, il y a toujours des associations sportives en dehors de l'école, mais portées par des profs de sport qui font des activités le mercredi après-midi, notamment au collège Boileau, juste à côté de chez nous. Il y a des activités VTT et on les voit circuler avec leurs professeurs de PS dans le quartier, mais ils ne font pas que ça. Ils font aussi des cours d'orientation, ils font plein de choses, de la randonnée. Donc il y a l'UCEP et il y a l'UNSS aussi, et donc au lycée. Et donc pareil, il y a des professeurs quand même. Pour s'il y a une équipe par exemple qui se constitue en volley, ils peuvent même les emmener jusqu'au championnat de France. Voilà, ça dépend de l'envie des élèves et puis des enseignants aussi. Que ça a été mis dans l'éducation nationale dans les années 70. Oui. Mais comme les enseignants aussi à l'époque emmenaient les élèves en colonie de vacances. Oui, aussi. Tu vois, ça faisait partie de leur mission en fait, de faire découvrir le monde, c'était ça. Quand tu étais enseignant. Tu étais enseignant l'année et puis l'été, tu faisais les colonies de vacances. Enfin bon, on va pas... Tout à fait. C'était un sacerdoce, hein, je crois, quelque peu. Ninja, Ninja, je vous propose de quelque peu conclure peut-être cette émission. Ben oui, vous avez lancé le débat, vous allez le conclure avec beauté, bien évidemment. Donc, on vous écoute. Ah ben merci, j'étais très contente de participer avec tout le monde et puis je trouve qu'on a tous besoin les uns des autres, les jeunes comme les plus vieux, et puis c'est toujours intéressant d'exposer les différences et c'est comme ça qu'on s'enrichit. Bravo à tous. J'ai pas mieux. Merci à tous. Ça papote au Café des Cultures. Enregistré au quartier du Châtelet à Rouen avec la participation des habitants des Hauts-de-Rouen. Ah, d'accord.